Bon, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de I Always Knew. Aujourd'hui, je suis pas avec n'importe qui, hein. Aujourd'hui, je suis avec la grande Marietou Mariette Diko, styliste de mode malienne, précurseur du mouvement tradi moderne. Et on va voir un peu avec elle son parcours et voir les conseils qu'elle a à nous donner, tu vois. Là, aujourd'hui, on est à la Africa Week, la semaine africaine organisée par l'UNESCO. Elle a eu à faire son défilé. Depuis le matin, on est là. Là, on est en fin de journée. Donc, on est tous fatigués. On a beaucoup travaillé, mais on va essayer de vous donner un visuel de qualité, quelques minutes de qualité. Alors, comment ça va, mamie? Moi, je l'appelle mamie, hein. Voilà, moi, je l'appelle mamie. Ok. Comment tu vas? Ça va très bien. Pas trop Daddy, fatigué, ça c'est va. bon? Fatigué, mais pour toi, je serai toujours là. Tu vois ça? Cherchez-vous une mamie comme ça. Ok. On est en c'est bon? Yes, mais on est en tournage, hein. Déjà, j'aimerais que tu nous dises un peu qui tu es, que tu nous donnes un peu des détails sur la personne que tu es. Alors, la personne que je suis, c'est déjà une personne très investie. Oui. Ça, c'est une personne, ma Mhm. personne. Ok. C'est une personne très investie qui, quand elle croit en quelque chose, elle réalise. Elle essaye de réaliser et elle essaye de mettre tous les moyens Ok. à sa disposition pour réaliser. Donc ça, c'est la personne que je suis. Et c'est la personne volontaire, rigoureuse, travailleuse et qui ne rechigne pas à la tâche, malgré mon âge. Mhm. J'ai 65 ans. Ouais. Et je On suis ne dirait tellement pas, n'est-ce fière de pas? les porter. Et je suis à un âge où c'est ma dernière jeunesse. Donc je la porte avec fierté et avec bonheur. Cette vie-là en moi. Et franchement, ça, c'est la personne que je suis. Mais à l'état civil, je suis Marietou Mariette Diko et je suis malienne. Je suis aussi française, de par mon grand-père maternel. Et, et voilà, ça c'est à l'état civil qui je suis. Ok. Comment est-ce que tu t'es retrouvée dans le monde de la mode? Alors, je suis créatrice de mode d'abord par passion, Ok. mais avec la passion, il y a eu la nécessité. Ok. La nécessité parce que le Mali a traversé dans le temps des moments très, très difficiles. J'étais très, très jeune, vraiment très, très jeune. Je passais le BEPC, le DF chez nous, Mhm. et je me suis retrouvée avec des parents qui restaient 6 mois sans salaire, Ouais. notamment ma maman. Et j'étais confrontée justement à la maladie aussi de ma maman, qui est restée malade pendant 2 ans. Et donc, je l'aidais à gérer la famille. Mon père habitait dans une autre région. Et franchement, il me fallait trouver des idées. J'aimais la mode déjà. Je cousais pour mes poupées parce que je suis allée à l'école des bonnes sœurs où on nous apprenait, c'était une vraie école où on nous enseignait toutes les matières, mais la matière aussi qu'on nous enseignait, c'était la couture. On nous apprenait à coudre, à broder, à tricoter à l'école. Mais à la maison, déjà, maman métisse française nous apprenait la même chose. On est né en voyant, on a grandi en voyant maman faire nos habits elle-même. Mhm. Et elle m'apprenait justement, moi j'étais vraiment collée à maman. Donc pour la laisser tranquille, elle me laissait tourner la machine. Et aussi, elle nous achetait beaucoup de poupées. Donc elle m'aidait à couper pour mes poupées. Donc, j'avais déjà la mode à moi. Et ma mère, elle tricotait, elle brodait, elle tricotait à la main, elle brodait à la main, elle cousait à la machine, c'est elle qui faisait nos vêtements. Donc, j'étais déjà investie dans la couture avant l'école. Et à l'école, c'est ce que j'ai choisi naturellement. Voilà comment je suis arrivée dans la mode, mais comment j'ai appris la couture d'abord. La couture, la broderie à la main, euh, les codes de l'entretien du vêtement avec maman. Mais avec les difficultés du Mali à l'époque, euh, avec la maladie de ma maman, avec les 6 mois sans salaire des parents, je me suis vue
en train de réfléchir à comment ne pas tomber dans la misère. Ok. Comment ma famille doit pouvoir manger, comment aider ma maman. Donc, je me suis mise à commencer à aller faire du commerce à Abidjan. Ok. Déjà, moi, j'étais ma grand-mère maternelle, ma griffe lui est dédiée, tradition. C'est un honneur à ma grand-mère maternelle qui avait des tisserands, qui nous mettait à côté d'elle quand elle avait du coton, elle enlevait les graines de coton, elle passait le coton au peigne traditionnel, et ensuite elle filait le coton. Ok. Et elle en faisait 2 fils différents. Donc ma grand-mère aussi nous a appris tout ça. En fait, c'est ma grand-mère qui s'occupait de nous. Ok. Parce que ma mère, elle travaillait beaucoup et ma grand-mère voulait pas que les domestiques s'occupent de nous. Donc, ma grand-mère aussi qui était dans les traditions, dans le coton. Oui. Elle avait des tisserands. Donc, elle préparait tout, elle donnait à ses tisserands. Donc, c'est comme ça que l'amour des étoffes africaines m'est venu. J'ai vu la noblesse du travail manuel, la noblesse de l'artisanat, le temps qu'on passait dessus, la passion que ma mamie avait de faire ça, et elle ne laissait passer aucun détail. Quand nos fils avaient un peu de défaut, elle nous disait non, 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 tu recommences. Donc franchement, et là je me suis dit non, je reviens à la partie difficile, mais tellement qui a forgé ma route, c'était m'en sortir avec l'artisanat. Ok. Donc, j'ai pris des étoffes du Mali. J'avais une tante à Abidjan. J'ai pris des étoffes du Mali et du Bogolan, des pains tissés. Oui. Il y a une tante là-bas, je suis partie la rejoindre. Et j'ai pris aussi des objets artisanaux tels que les ceintures, les chaussures en cuir, les pochettes en cuir. Et j'ai ramené, ma tante m'a dit, amène ça, moi je travaille dans un milieu où ils peuvent acheter ça. Ok. Donc je suis montée sur Abidjan et le fonds de commerce que j'avais n'était autre que les 2 mobylettes de mon petit frère et moi-même que j'ai pris, que j'ai vendu pour en faire un fonds de commerce, pour aller à Abidjan. Et bien m'en a pris parce que depuis, ma famille n'a pas vécu dans le besoin. Parce qu'avant cela, c'était très difficile. Donc, comme je le disais, la mode et l'artisanat ont été mon salut. Le salut de mes frères et sœurs. Le salut de ma maman. C'est comme ça que je suis tombée dans la mode. Ok. Voilà. Mais à quel moment est-ce que... tu sais ce que tu me dis, tu sais, ça, je ne savais pas tout ça, tu vois. Ça Je augmente pense encore que c'est plus. une des premières fois où j'en parle. Ouais, tu vois, non, ça Et toi, augmente je en te fait. dois ça. Merci. Tu vois, ça augmente le respect que genre j'avais pour toi, tu vois. Oui. Je pensais pas que je pouvais te respecter encore plus que je te respecte déjà. Mais là, ouais, tu vois, non. Merci beaucoup. À quel moment est-ce que tu t'es dit que tu allais lancer ta marque? Mais écoute, depuis les premières créations, je me souviens maintenant, j'ai ma première veste. La toute première veste en Bogolan, c'était avec une mini-jupe, je les ai encore. Je me suis promise de les léguer à un de mes enfants qui va aimer faire la mode. Et là, Renée, ma fille, ma dernière fille, a ouvert ma boutique Tradition Abidjan. Ok. Mais je ne lui ai pas encore offert la tenue. Ok. Parce qu'on n'a pas fait de défilé Tradition pour l'instant. Ok. Et le moment le plus crucial dans la vie d'une femme qui décide de vivre de la mode, c'est le moment où tu as envie de faire de l'argent. On ne fait pas la mode que par plaisir. Ouais. La mode, c'est un commerce. C'est un gagne-pain. C'est une façon de gagner sa vie, de s'affirmer, d'être autonome et indépendant. C'est comme ça que je vois la mode. Je n'ai jamais vu la mode comme un moyen de devenir une star.
comme un moyen de devenir un Yves Saint Laurent, un Dior ou... Non, c'était une façon pour moi de magnifier les étoffes africaines, mais d'en vivre et de ne pas Bien vivre sûr. dans la misère. Parce que j'ai frôlé la misère, j'ai frôlé la faim, j'ai frôlé la soif. Je me disais, est-ce que je peux m'en sortir? Et j'ai trouvé ma réponse moi-même. Oui, tu peux. Parce que tu as la mode, tu as les étoffes. Fais-en quelque chose. Donc voici ce que je pense de quand on a envie de faire la mode, qu'est-ce qu'on doit avoir comme sentiment? Quel sentiment doit nous animer? Ce n'est pas aller jouer, ce n'est pas aller se montrer, ce n'est pas aller se faire voir. Parce que de toute façon, on sera vu si on fait du bon travail. Si on fait du bon travail, on sera vu, on sera connu, on sera reconnu. On peut aussi avoir de l'argent, mettre dans la mode. Mais c'est respectable aussi. Mais quand on veut faire la mode pour faire évoluer l'économie, évoluer soi-même, se prendre en charge, se nourrir, se vêtir, se loger, comme ce qu'on dit en économie, là, la mode devient un vecteur de développement économique. C'est comme ça que je vois la mode. Ok. Dis-nous, un instant. Là, ça fait à peu près combien de temps que tu es dans ce domaine, que tu exerces la mode? J'ai commencé à l'âge de 17 ans. J'ai 65 ans. Mais en professionnel, avec un registre de commerce, c'est depuis le 7 avril 2000. Ok. Le 7 avril 2000, ça fait 26 ans que je suis dans la mode officiellement. Ok. Ouais. Et tu as une marque? Oui. Alors, j'ai une maison de couture qui s'appelle Tradition Mode Africaine. Ok. Et j'ai une marque qui s'appelle Tradition. Ok, d'accord. Oui. Et c'est Tradition que René, elle gère en Côte d'Ivoire. Voilà. Tradition Abidjan, c'est René. Ok. Et l'héritage Tradition, c'est René. Ok. Parce qu'elle a bien voulu magnifier sa maman. Elle a bien voulu perpétuer la tradition. Elle a bien voulu être l'héritière. Elle est l'héritière naturelle de Tradition. Et elle a voulu porter Tradition sur ses épaules. Ok. Et tu fais ça dans plusieurs pays, où est-ce qu'on peut retrouver ça? Je vends dans tous les pays du monde. Il suffit de commander, mais j'ai souvent fait des expositions dans beaucoup de pays, aux États-Unis notamment, en Suisse, aux Pays-Bas. En France, j'ai une entreprise, la même chose, Tradition Mode Africaine. J'ai Tradition Mode Africaine au Mali. Et voilà, Tradition à Abidjan. Ok. Combien de boutiques tu comptes à ton actif aujourd'hui? Écoutez, Tradition Abidjan et Tradition Bamako. Ok. Bamako, c'est la maison mère. Et Tradition disparaîtra jamais de Bamako. Ok, Voilà. d'accord. Et Abidjan, il y a Tradition. Mais j'avais un espace à Paris ici. Et je compte créer plutôt un site internet de vente qui est vraiment porteur, parce que les boutiques, c'est lourd à gérer. Et voilà, c'est très, très lourd à gérer, c'est très compliqué. Sinon, j'étais à Châtelet-Les Halles, à l'espace créateur, qui a disparu à cause des travaux. Et malheureusement, on n'a pas pu se réinstaller là-bas. Je n'ai pas pu, malheureusement, parce que c'était les études de mes enfants qui primaient. C'était leurs études à l'étranger. Il fallait que je les accompagne. Donc, c'est surtout ça qui a fait que je n'ai plus repris de boutique sur Paris. Parce que mes enfants étaient ma priorité. Et aussi, je vendais sur les foires, les salons et les expositions. Donc, moi, je préfère ce contact-là avec le public.
Je préfère les salons, les foires ou les expos où tu fais des découvertes merveilleuses, où tu as cette interaction avec toutes les nationalités du monde. Aussi, tu as des grands acheteurs qui viennent et tu vois les amoureux de l'Afrique et de la mode africaine et qui viennent, qui touchent l'étoffe africaine est magique. Tu as beau critiquer l'étoffe africaine, quand tu es en face de l'étoffe africaine, tu touches, tu palpes, tu aimes. Ouais. Donc franchement, moi je préfère ce créneau-là. Je préfère les foires, les salons et les expos. Ok. Oui. Et si vous n'avez pas remarqué, ce qu'elle porte, c'est sa création. Ouais, elle porte ce qu'elle-même elle crée. Vous même regarder? Ouais, non. Ok. Dis-nous, Ouais. c'est quoi ta ou tes plus grandes difficultés que tu as eu à rencontrer dans ton parcours? Les plus grosses difficultés, c'est la mévente. Vous savez, on a traversé beaucoup de difficultés au Mali. Et chaque fois qu'il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes économiques dans certains secteurs. Donc, c'est surtout cela qui m'a toujours posé des problèmes, mais en même temps, me pousser à faire des brainstorming pour sortir des difficultés. Vous savez, les difficultés nous enrichissent. Et chaque fois que j'ai rencontré des difficultés au Mali, étant à l'international, ayant ce bénéfice d'avoir une double nationalité, la capacité de voyager partout, cette aisance de faire oublier les problèmes économiques, politiques du Mali, j'ai toujours voyagé, j'ai toujours parlé de mon pays, de l'amour que j'ai pour mon pays, mais aussi du refus de tomber plusieurs années en arrière de ce que j'ai vécu quand ma mère est tombée malade et quand tu as eu les problèmes au Mali. Ce sursaut-là de m'en sortir, mais surtout d'aller dire que mon pays existe et qu'il ne tombera pas, et que tous les pays ont leurs difficultés et s'en sortent. Donc, c'est ça, ce sont les difficultés que j'ai eues. La difficulté qui aurait pu me faire tomber, c'était le décès de mon fils. Ok. Ouais, tu m'en as parlé. Et ça ne m'a pas fait tomber. Et je pense que plus rien ne me fera tomber. Ok. Voilà. Et parce que lui, il défilait avec moi. Il aimait ma mode. Il avait pris des études qui s'étaient orientées vers son soutien parce que lui aussi, pour lui, il était l'héritier naturel. Il fallait qu'il pousse ma mode. Il connaissait mon histoire. Et il ne voulait pas que cette histoire-là reste. Ouais, passe aux oubliettes. Voilà, passe aux oubliettes. Il voulait que je sois fière de moi d'abord, que je continue à développer comme il m'appelait Terminator, il ne voulait pas que les enfants de Terminator ne soient pas des Terminators. Donc là, son décès m'a beaucoup marqué, mais m'a poussé à continuer parce qu'il m'appelait Terminator. Je n'avais pas le droit de baisser les bras parce qu'il était tellement fier de moi. Ça ne m'a pas fait tomber. Je crois que je ne tomberai jamais. Okay. Je ne tomberai jamais. Moi aussi, je le pense. Hein. Et en tout cas, Alara Shinikena Dama. Amina ya Rabbi. Amin. Alara Shinikena Amin. Dama. Amin. Alakadambema. Amin. Est-ce que ça t'est arrivé des fois de douter ou bien de vouloir laisser tomber ou abandonner? Ah, ça jamais. Jamais? Non, ça jamais. J'aurais pu laisser tomber quand Madi est décédé. Mais ça m'a poussé à créer un projet de développement culturel qui s'appelle Madi, Mode, Art et Développement International, et qui amenait des jeunes en voyage d'immersion au Mali, en voyage culturel, sportif, et éducatif, et avec l'UNICEF qui me soutenait, avec la présidence à l'époque qui me soutenait, ceux qui me soutenaient, avec le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, parce que c'était des jeunes de la diaspora. C'était des jeunes de la diaspora. 8 sont partis la première fois, soutenus par la famille du père Konaté pour leur enseigner l'histoire du Mali. La grande famille Konaté de Bamako, soutenue par
la famille Dicko. Mon grand-père fut le premier instituteur de Caille Médine. Donc ma famille, notamment par un des Dicko, un des héritiers, les a soutenus aussi. Et Air France les a soutenus, c'était le premier voyage. Et c'était pour la semaine de l'enfance au Mali. Et donc, il y a des écoles aussi qui les ont soutenus et ils ont fait une visite à la pouponnière. Ils ont amené tous les 8, c'était de nationalités différentes, hein, c'était pas que des Maliens. Donc, ils étaient mineurs à l'époque. Hein, et ils sont venus, ils ont vraiment apprécié. Ils sont revenus plusieurs années après. Il y a des années, ils ont payé leurs billets eux-mêmes pour venir pour le projet Madi. Et franchement, ils ont été soutenus par l'UNICEF, par les jeunes journalistes. Ils ont vraiment profité du voyage. Ils ont vu toutes les facettes du Mali et ça leur a permis aussi de se remettre en cause, de voir qu'ils vivent dans un pays qui leur offre tout et qu'ils n'en profitent pas beaucoup. Et tous aujourd'hui sont devenus, il n'y en a pas un dans le groupe qui n'ait pas réussi. Les 8 qui sont venus, je n'en vois pas un qui n'ait pas réussi. Donc ce projet-là m'a dit, met en relation, crée des réseaux et aussi enseigne la valeur de la vie, la valeur du travail, la valeur de l'école. Donc ce projet soutient toutes les initiatives, voilà, toutes les initiatives culturelles et met son réseau, met le réseau de maman, la maman de Madi. Le projet, c'est un hommage à Madi, Mode, Art et Développement International, et met le réseau de maman à la disposition de tous ceux qui en ont besoin. Ok, c'est vraiment, c'est respectable. Merci. C'est vraiment respectable. Merci. Est-ce qu'il y a un mot que tu aimerais dire, parce qu'on sait que dans ta carrière, il y a les backstage. Oui. Il y a ce que les gens ne voient pas. Oui. Tu vois, peut-être que tu as envie de partager quelque chose avec les personnes qui ne te contactent pas peut-être directement ou peut-être des clients que tu ne contactes pas peut-être directement, des informations que tu aimerais partager. Oui. Est-ce qu'il y en a? Oui. Alors, les informations que j'aimerais partager, c'est que les étoffes africaines ont besoin de soutien. Les étoffes africaines sont des étoffes nobles, mais puisque nous ne sommes pas dans des pays développés, les gens pensent que ces étoffes-là, c'est absolument rien, ça n'a pas de valeur. Oui, je vois parfaitement. Beaucoup ne nous connaissent pas, donc cette méconnaissance-là fait qu'il y a des préjugés. Mais ce dont nous avons réellement besoin, c'est d'être reconnus à notre valeur. Parce que ce que nous faisons, c'est de l'artisanat. L'artisanat dans tous les pays du monde a plus de valeur que l'industriel. Et quel pays ne s'inspire pas de nous? Tous les pays développés s'inspirent de nous. Bien sûr. Mais ils ne viennent pas vers nous pour comprendre et connaître, pour faire des deals, pour nous développer tous ensemble. Je pense que c'est ce message-là que je dois faire passer à travers cette génération. Parce que ça commence d'abord par les jeunes, par la jeunesse. Tout ce que la jeunesse aime, adopte, cherche à connaître, à aimer et à promouvoir sera forcément promu. Parce que contrairement à nous, vous avez tous les outils. Ouais, on a énormément d'outils. Vous avez tous les outils. Énormément d'outils. Voilà. Donc vous êtes notre support. Vous êtes notre support et moi, je compte tellement sur vous. Moi, c'est ma dernière jeunesse. J'ai 65 ans. Il y a beaucoup de choses que je ne maîtrise pas. Mais tant que vous n'aurez pas mon âge, vous n'aurez pas mon expérience. Ça, c'est sûr. Tu disais que... L'intergénérationnel est une richesse dont nous devons profiter dans les deux sens. Vous avez vu aujourd'hui ce qui s'est passé en termes de défilé. 10 jeunes lauréats du PNUD, coachés par moi, un partenariat Mali, PNUD et TICAD Japon. Et j'ai été choisie justement à cause de mon expérience
dans les Nations Unies, parce que j'ai travaillé 16 ans pour les Nations Unies, 7 ans pour des grosses boîtes commerciales. J'ai été choisie parce que justement, on connaît ma rigueur, on connaît mon sens de l'engagement et des responsabilités. On m'a choisi pour transmettre, pour coacher 10 jeunes stylistes et les pousser vers l'international. Donc, voici le résultat aujourd'hui du travail bien fait. Oui. Et cette deuxième jeunesse me sert à me nourrir de vous, les jeunes, mais à vous transmettre ce que je sais et à me nourrir de vous. Oui. Parce que c'est tellement enrichissant quand on travaille avec la jeunesse. Et là, je remercie les jeunes et je te remercie toi particulièrement d'avoir mis à la disposition l'expérience qui peut servir aux jeunes, qui peut éclairer les moins jeunes, parce qu'on est tous dans des domaines différents, on ne connaît pas les difficultés des uns, le bonheur des autres. Moi, j'ai un pur bonheur aujourd'hui à être là avec toi, à partager mon expérience avec toi, à te faire des révélations sur ma vie, sur mon parcours, et à te parler de mes bonheurs, des doutes que je n'ai jamais eus. Mais parce que ces doutes-là se sont effacés tout de suite. Oui. Il y a doute et doute. Il y a doute sur comment je vais avancer, comment je peux mieux faire. Et il y a doute pour dire, je laisse tomber. Ce doute-là, je ne l'ai jamais eu. Okay. Le doute, c'est est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que je n'aurais pas dû faire mieux que ça? Est-ce que je n'aurais pas pu faire mieux que ça? Je me remets toujours en question. Et c'est là l'éternelle jeunesse. C'est là le secret de ma jeunesse. Je me remets en question, je doute de mes capacités, je reconnais mes limites et j'essaye d'avancer et de me corriger. Voilà comment ça fonctionne avec moi. Et c'est voilà ce qui est enrichissant avec la jeunesse. Et la jeunesse vous permet de dire, c'est beau, c'est pas beau, c'est bien fait, c'est bien dit. Vous avez vu les défilés d'aujourd'hui? Je n'ai permis à personne de douter. Il y a des gens qui n'avaient jamais défilé, qui ont défilé pour la première fois, qui ne savaient pas comment défiler, qui n'avaient pas les codes. Et moi, c'est mon rôle maintenant de voir le talent en herbe qu'il y a et de leur permettre d'avoir confiance en eux. Ça, c'est mon rôle. Et leur rôle, c'est de me voir briller leurs yeux, de me laisser voir briller leurs yeux, de les voir se mouvoir sur scène, de suivre mes conseils. Et leur remerciement, c'est mon plus beau cadeau. Franchement, le remerciement des jeunes, c'est mon plus beau cadeau. Ok, franchement, c'est super. Si tu devais donner des conseils à des jeunes qui aimeraient se lancer dans l'entrepreneuriat à travers la mode, qu'est-ce que tu leur donnerais comme Ce que je leur demanderais, c'est de ne pas hésiter à se lancer. Quand on veut, on peut. Et quand tu peux, tu dois te donner les moyens d'aller loin, d'avancer, d'aller plus loin, encore plus loin, encore plus loin. Il faut savoir mettre un pied devant l'autre. Vous savez, ma grand-mère nous disait toujours, date là. C'est-à-dire, tu ne peux pas, avec ta bouche, faire avancer ton pied. Tu veux avancer, tu travailles. Et les gens voient que tu as travaillé. Et on t'encouragera, on achètera tes produits. Mais tu ne peux pas faire de jolies photos. En ce siècle-là, vous avez tellement de facilité. Faire croire que c'est beau et quand les gens veulent regarder, c'est pas beau. Là, ça va être difficile d'avancer. Alors donc, il faut du travail. Il faut des recherches. Vous avez la capacité de faire des recherches. Vous avez tous les outils à votre disposition, les jeunes, pour aller chercher le savoir. Et c'est tellement facile pour vous aujourd'hui d'aller connaître ce que vous devez apprendre, mais de l'appliquer. Mais c'est dans l'application qu'on verra le résultat de votre travail. Seulement dans l'application. Ok, on prend note. On prend note. Là, on arrive à la fin de notre entrevue. Mais il y a un truc que j'aime bien faire toujours avec mes invités, c'est que j'aimerais qu'ils terminent une phrase, tu vois.
Et la phrase, tu peux la commencer soit par I always knew, soit par j'ai toujours su. Et ensuite, tu la complètes en disant quelque chose qui te vient à l'esprit ou qui est genre à cœur, tu vois. Mhm. Par exemple, j'ai toujours su que de temps en temps, tu vois. Mhm. Si t'as compris, non, ce que tu Mhm, fais? mhm. Voilà, tu vois. Alors, moi, j'ai toujours su que la persévérance paye. Yes. Ouais, ça, c'est dans la boîte. Vous avez entendu, non? En tout cas, moi, j'ai vraiment apprécié cette entrevue. Moi Ouais. aussi, Merci beaucoup du pour fond du cœur. ces quelques minutes. Je sais que tu es très fatigué. Vraiment. Donc, je vais te laisser. On va finir de ranger les affaires et ensuite, on va y aller. Bon, on se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. J'espère que vous avez apprécié parce que moi, j'ai vraiment apprécié ce moment-là. Et au revoir à tous, hein. Merci. Au revoir.